Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on poursuit nos vidéos sur l'histoire des Chicago Bulls et on se retrouve à la saison 2010-2011 que je vais faire en deux parties. Une partie pré-saison, saison régulière et une partie playoff parce que si je fais tout en une fois ça va être beaucoup trop long. Et la dernière fois que j'ai fait des vidéos qui arrivaient à peu près une heure, ça s'est coupé tout seul donc j'ai pas envie de refaire ça donc on va faire ça en deux fois. On va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. On se retrouve à l'été 2010 après deux saisons consécutives où on fait 41 victoires, 41 défaites et on sort au premier tour des playoffs. On a à ce moment-là un effectif qu'on sent en train de monter en puissance au niveau des joueurs majeurs comme Derrick Rose qui était All-Star la saison précédente. Joakim Noah monte en puissance, Hugh Holdeng commence à avoir une sacrée expérience. Taj Gibson a sorti une saison rookie d'assez haute facture puisqu'il a été élu dans le meilleur 5 donc des rookies, en dominant d'ailleurs cette catégorie au niveau des rebonds et de l'adresse au shoot, et en étant deuxième au contre. Donc voilà, une première saison NBA plutôt intéressante pour lui. James Johnson a fait une saison rookie plutôt convenable aussi. Donc voilà, on a une base intéressante, encore assez jeune et avec une certaine fenêtre de tir plutôt intéressante. Mais les Bulls décident que pour passer à l'étape supérieure, il faut changer d'entraîneur. Et bon, il y a aussi les histoires avec John Paxson qui font que Vinny Del Negro, bon, il y avait peu de chances de rester à Chicago quoi qu'il arrive. Des histoires dont on a parlé dans les vidéos précédentes, hein, où ça a failli se battre. Donc bref, les Bulls se mettent en quête d'un nouveau coach pour passer au niveau supérieur. Et un accord est trouvé avec Tom Thibodeau, qui est assistant coach des Boston Celtics, pendant les finales NBA dans lesquelles il est impliqué, puisque les finales opposent Boston aux Lakers. Et une fois que les finales sont terminées, à la veille de la draft NBA, Tom Thibodeau est présenté à la presse en tant que nouveau head coach des Chicago Bulls. Il n'a jamais occupé ce poste-là avant, mais il a été assistant depuis déjà plus de 25 ans dans diverses franchises NBA. Donc là, il était à Boston depuis longtemps. Il était aussi à Houston, à New York. Enfin, il a fait plein de franchises. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement réputé pour sa rigueur défensive et pour les systèmes qu'il est capable de mettre en place de ce côté du parquet. Donc c'est un petit peu aussi pour ça que les Bulls l'ont fait signer pour un contrat de 5 ans. Et donc ça arrive la veille de la draft. Et le lendemain à la draft, les Bulls sélectionnent Kevin Séraphin avec le pick 17, donc deuxième français choisi par les Bulls dans leur histoire. Mais il n'aura jamais l'occasion de porter le maillot des Bulls, puisque dans la foulée, il est tradé à Washington, en plus de Kirk Henry, contre rien pratiquement, puisque c'est les droits sur un joueur biélorusse que les Wizards avaient drafté quelques années avant, mais qui fera jamais le son en NBA. Donc rien, quoi. C'est un move qui est uniquement fait de la part des Bulls pour économiser de l'argent et des salaires. Une fin, un départ assez irrespectueux pour Kirk Henry, mais bon, voilà, après ça s'explique en tout cas de la part des Bulls par la volonté d'économiser un maximum d'argent pour cette free agency 2010 qui s'annonce tellement extraordinaire avec la plupart des gros joueurs NBA, des méga stars qui vont être disponibles. Et donc les Bulls veulent essayer d'en attirer un maximum et pour ça faut libérer de l'argent dans le salary cap, puisque Jerry Reinsdorf a dit que voilà, il faut absolument pas dépasser le salary cap, donc il faut absolument pas perdre d'argent. Donc, la mission pour le front office, c'est d'attirer le plus de stars possible sans dépasser le salary cap. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, pour ça, il faut faire de la place. Et ça explique pourquoi Kirk Henry est jarté comme une merde. Il y a également des rumeurs à ce moment-là pour que Liu Holdeng soit tradé, parce que lui aussi a un énorme contrat. Donc, s'ils peuvent économiser son salaire et le mettre dans des méga stars, pourquoi pas. Donc du coup, il y a des rumeurs comme quoi Deng pourrait partir à Portland, pourrait partir à Orlando, contre des joueurs soit en fin de contrat ou des plus petits salaires. Donc voilà, histoire d'en économiser le maximum pour essayer d'attirer des méga stars. Et donc au moment de la free agency, quand elle commence début juillet, les Bulls se discutent avec Dwayne Wade notamment, qui est originaire de Chicago. Ils veulent essayer de le faire venir. Il y a Chris Bosh qui est également en ville pour discuter avec les dirigeants. Le lendemain, Jerry Reinsdorf et le reste du front office va à Cleveland pour discuter avec LeBron James sur place. D'ailleurs, les fans sur place, quand ils se rendent compte que les dirigeants des Bulls sont là, ils les accueillent avec des sifflets, des huées, enfin ils leur mettent la misère.
Même Joachim Noah, qui était en rivalité depuis quelques années maintenant avec LeBron James, l'appelle, fait un message vidéo pour lui dire rejoins-nous aux Bulls, on va monter un truc de dingue, on va être ambitieux, etc. Donc même lui s'implique dans le recrutement. Mais au final, bon, on va voir assez vite que les plans étaient différents pour le trio James, Wade et Bosch qui va finalement se rejoindre à Miami, puisque Wade et Bosch annoncent qu'ils vont. Enfin, Wade reste au hit, Bosch le rejoint, et 2 jours après, d'une émission de télé qui va faire grand bruit, LeBron James annonce avec fracas qu'il quitte Cleveland pour emmener ses talents à Miami. Donc, ils formaient un trio là-bas, tous les trois, un trio assez monstrueux, il faut le dire. Donc Chicago se retrouve avec beaucoup d'argent à investir et les méga stars qu'ils ciblaient en priorité se sont toutes retrouvées à Miami. Donc du coup, ils jettent leur dévolu sur ce qu'on peut appeler un plan B malgré tout, qui est Carlos Boozer. Une signature qui fait malgré tout du sens parce que à ce moment-là, les Bulls ont besoin d'un scoreur intérieur et qui est en plus relativement complémentaire avec Noah, parce qu'il est capable de s'éloigner du cercle, c'est un excellent shooter à mi-distance, c'est une de ses principales forces, donc voilà, les deux ne vont pas se marcher dessus dans la raquette, donc une signature malgré tout intéressante, même si elle est à 80 millions sur 5 ans, donc 16 millions la saison. Pour le reste, les Bulls ont encore beaucoup d'argent pour compléter leur effectif, vu qu'ils ont laissé plein de joueurs libres, il y a encore pas mal de place à garnir. Donc Kyle Korver arrive, lui aussi en provenance d'Utah, tout comme Carlos Boozer. Euh, un contrat de 3 ans pour lui. Il y a une offre qui est faite à JJ Redick qui est à Orlando, mais le Magic a la possibilité de matcher cette offre et le fait, donc conserve son joueur, ce qui est bien dommage. Mais derrière, Chicago complète avec la signature de Ronnie Brewer, notamment, qui lui aussi était à Utah avec Boozer et Korver, même s'il a fini la saison avec Memphis. Il y a également CJ Watson qui arrive en meneur pour être le backup de Derrick Rose. Omer Hashi qui arrive de Turquie. Kurt Thomas arrive pour apporter une certaine expérience sur les postes intérieurs. Brian Scalabrine, même chose. Lui, il arrive de Boston et c'était un souhait de Tom Thibodeau parce que c'est pas forcément un joueur qui joue énormément, qui peut apporter beaucoup sur le parquet, mais avec son vécu, son expérience et voilà, c'est quelqu'un d'important dans un vestiaire. Voilà, Thibodeau voulait l'avoir avec lui pour voilà, ça peut l'aider aussi à faire transmettre son message, une sorte d'entraîneur assistant pratiquement, parce que voilà, il sait ce que Thibodeau réclame de ses joueurs et il est capable de le faire comprendre au reste du groupe. Et puis Keith Bogans arrive à la fin et deviendra le titulaire du poste 2 sur cette saison. Donc voilà, beaucoup d'arrivées, de changements dans l'effectif, mais mine de rien, l'équipe se veut ambitieuse, à l'image d'un Derrick Rose qui remporte la médaille d'or au championnat du monde en Turquie avec Team USA et arrive au training camp à fond en disant, voilà, quand on lui demande quelles sont ses attentes pour la saison, ses attentes sur le plan personnel, il y a cette fameuse déclaration où il dit je travaille énormément, je vois pas pourquoi je ne serais pas MVP de cette ligue, je sais le taf que j'y mets tous les jours, je vois pas pourquoi je pourrais pas être MVP, donc ce qui est quand même ambitieux pour un joueur qui est dans sa 3e année en NBA et qui est encore très jeune, hein, il dit ça à 2 jours de fêter ses 22 ans, donc c'est quand même pas rien. Euh, mais malgré tout, voilà, dès le 2e jour du training camp, la première grosse tuile arrive puisque Carlos Boozer se pète le poignet. Lui, il explique ça dans le fait qu'en fait, il était chez lui en plein déménagement, vu qu'il vient d'arriver, et il était à l'étage et ça sonne en bas pour une livraison. Et il court pour aller ouvrir, seulement il se prend le pied dans un sac qui traînait là et il chute plein élan et il tombe sur son poignet et donc il s'explose le poignet avec tout son poids qui tombe dessus. Donc c'est comme ça qu'il explique sa blessure au poignet. Vrai ou pas, on le saura jamais vraiment, mais c'est la version qu'on a eue et que. Bref, on doit faire avec. Et donc Boozer va louper pratiquement 2 mois, quoi, l'ensemble de la pré-saison et une bonne partie du début de la saison régulière. Malgré tout, les Bulls débutent bon, malgré tout un petit peu difficilement. Il y a cette défaite en ouverture sur le parquet d'Oklahoma qui est pas honteuse, parce que perdre à Oklahoma, il n'y a rien de honteux à perdre chez eux, ils ont quand même une belle équipe. Mais déjà dans ce match-là, tu entends le long de la ligne de touche Tibbs qui hurle tout le temps, il est tout le temps debout, il est tout le temps impliqué, il est à fond. T'entends que lui dans la. Même t'entends plus lui que les commentateurs du match, quoi. C'est assez hallucinant.
Et même, même quand Chicago est en défense, il est là sur le bord de la touche, il a une position défensive, tu dirais que même lui, il essaye d'arrêter les joueurs adverses, c'est assez drôle. Mais enfin bref, tu sens que tout de suite, le mec, il est intense et il lâche rien, quoi. Bon, donc malgré tout, Chicago perd ce match-là à OKC en ouverture, malgré un match à 18 points, 19 rebonds de Joakim Noah qui vient de signer une prolongation à 5 ans et 60 millions. Derrière, il y a le premier match à domicile de cette saison régulière avec la réception des Pistons. Et ça se passe pas très très bien au début puisque Détroit prend jusqu'à 19 points d'avance à la pause. Ils mènent 63-44 à la pause, les Pistons, et encaissé 63 points à la pause. J'aime autant te dire que Tom Thibodeau, il en a secoué quelques-uns la pause dans les vestiaires. Si bien que Chicago revient avec un petit peu plus d'énergie, même s'il y a encore pas mal d'avance pour Détroit au début du quatrième quart-temps. Il mène encore de 15 points à ce moment-là. Et Chicago va se réveiller avec James Johnson qui va enchaîner les hustle plays, les paniers près du cercle, Derrick Rose, Joakim Noah qui vont relancer ce match-là. Derrick Rose enchaîne les paniers en pénétration, en déséquilibre, les dunks en contre-attaque et il ramène l'équipe petit à petit. Il va finir avec 39 points sur ce match-là, ce qui à ce moment-là est son record en carrière d'Eric Rose, avec même un très très bon pourcentage sur ce match-là aussi. Et les Bulls vont signer un 34-9 dans le quatrième quart-temps pour finalement s'imposer de 10 points et gagner leur premier match de la saison. Derrière ça, au match suivant contre Portland, c'est Luol Deng qui marque 40 points dans ce match-là pour que les Bulls s'imposent. Donc voilà, au début, c'est encore un petit peu sur des grosses perfs individuelles que les Bulls s'en sortent plus que vraiment le collectif. Mais comme on l'a dit, il y a beaucoup de mouvements, un nouveau coach, des nouveaux systèmes. La moitié des joueurs n'étaient pas là l'année d'avant, donc ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Il y a 2 défaites derrière, dont une contre Boston. Avant une série de 3 victoires consécutives et ensuite un circus trip habituel fin novembre qui se déroule plutôt bien avec 4 victoires, 3 défaites dans ce trip. Euh, avant le retour de Carlos Boozer début décembre à Chicago contre Orlando, même si ça va se solder par une défaite. Il y aura ensuite une autre défaite sur le parquet de Boston, avant une série de 7 succès consécutifs, où les Bulls vont là commencer à vraiment trouver des automatismes, bien se mettre en place. Il y a des victoires contre Houston, contre les Lakers, contre OKC aussi, donc des victoires importantes contre des équipes de qualité. Et la dernière victoire de cette série de 7 victoires, c'est contre Toronto, sur le parquet de Toronto. Mais après ce match-là, on annonce que Joakim Noah doit se faire opérer du pouce. Une blessure qui s'est faite pendant le trip à l'ouest fin novembre. Mais il a joué avec la douleur pendant quelques temps, mais là ça devenait un petit peu trop intense et il a fallu qu'il se fasse opérer. Et les Bulls disent bon, c'est mieux que ça arrive maintenant que en fin de saison ou pendant les playoffs et on doit faire sans lui. Donc il doit être indisponible pendant 2 mois. Il vaut mieux qu'il loupe décembre-janvier plutôt que voilà, avril-mai ou plus. Donc il décide que Noah doit se faire opérer à ce moment-là. Donc c'est quand même un petit peu compliqué parce que Boozer a loupé tout le début de saison. Il revient, ça joue à peu près 10 matchs tout le monde ensemble et après Noah doit manquer encore 2 mois consécutifs. Donc c'est pas évident à mettre en place, même si bah, il y a quand même l'intérim qui est assuré par Taj Gibson quand Boozer était pas là. Il a été excellent dans le 5 de départ pour combler ça. Quand Noah et pas là, c'est d'autres joueurs qui prennent le relais. On aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard, de ce fameux bench mob. Euh, mais là c'est Derrick Rose surtout qui prend les choses en main, quoi. Parce que, donc, après l'annonce que Noah ne peut pas jouer, il y a une victoire face à Philadelphie de 45 points quand même. 45 points d'écart. Ce qui est quand même pas rien, même si les Sixers sont pas fameux, faut quand même les mettre. Et puis après ça, euh, Chicago aligne une nouvelle série de 5 victoires et se retrouve à 22 victoires, 10 défaites au 4 janvier, moment où Derrick Rose passe la seconde, même si voilà, il avait déjà en novembre-décembre aligné des performances de qualité. Là, en janvier, il commence à vraiment monter encore plus en puissance et il affiche ses ambitions de MVP et on commence à le remarquer dans la ligue que peut-être pour le MVP, il peut être pas mal crédible. Euh,
Contre Cleveland, il fait un match à 28 points en passe décisive. Contre Boston, il en met 36 la semaine suivante. Face à Détroit, il met encore 29 points. Il met encore 29 points, 10 rebonds face à Indiana. Il y a ensuite un match face à Miami. Le premier affrontement face au Heat et leur fameux Big Three qu'ils ont formé pendant l'été et qui est devenu voilà, détesté de toute la ligue parce que voilà, beaucoup de monde remet en cause le départ de James à Miami avec des rumeurs quoi. Il choisit la facilité à s'associer pour être la plus grosse équipe, machin. Enfin bref, le Miami attire beaucoup de négativité de la part des fans, notamment des fans adverses. Euh, et donc Chicago et Miami sont les deux équipes les plus en vue de ce début de saison à l'Est. Et Chicago bat Miami au United Center avec Derrick Rose à 34 points et 8 passes décisives dans un match voilà, extrêmement intense. 2 jours plus tard, Rose signe son premier et encore à ce jour seul triple-double en carrière sur le parquet de Memphis le jour du Martin Luther King Day avec 22 points, 10 rebonds, 12 passes décisives. Il enchaîne encore avec 22 points, 12 passes décisives contre Orlando dans un match assez fou parce que il a passé les 2 jours précédents à l'hôpital pour des ulcères à l'estomac comme ça, qu'il explique parce qu'il a mangé trop épicé et du coup il y a eu des inflammations, ça a créé des ulcères. Mais bref, il revient contre Orlando et il fait un double-double et il permet aux Bulls de s'imposer sur ce match-là. Et voilà, il continue encore comme ça jusqu'au All-Star Game. Il y a un nouveau road trip à l'ouest où les Bulls s'imposent de 18 points sur le parquet des Clippers et il met 32 points, 11 passes décisives. Il met encore 36 points sur le parquet de Portland. Sur le parquet d'Utah, il met encore 29 points. Et au retour à Chicago, il y a un match contre les Spurs, le dernier match avant la coupure, où il signe un match phénoménal avec 42 points, ce qui est donc son record en carrière à ce moment-là. Mais voilà, 18 sur 28 au shoot, 13 points dans le quatrième quart-temps. Il y a un festival de jumper mi-distance sur la tronche à Tony Parker pour permettre aux Bulls de s'imposer sur ce match-là. Et du coup, voilà, les Bulls atteignent la coupure All-Star avec un bilan de 38 victoires, 16 défaites, ce qui est absolument monstrueux. Et donc une énorme montée en puissance qui vient évidemment des perfs de Derrick Rose, mais aussi du banc, parce que voilà, il faut évoquer ce banc. Donc en premier, Kurt Thomas, qui a réalisé un incroyable intérim pendant que Joachim Noah était blessé et se faisait soigner son pouce. Kurt Thomas, pendant tout ce temps, il est devenu le titulaire, alors qu'à la base, c'était la troisième option au poste de pivot, derrière Omer Hachik. Mais là, c'est lui qui est devenu le titulaire et il a été excellent, que ce soit défensivement, que ce soit pour rentrer ses shoots mi-distance. Bon, il n'a pas fait des cartons à... Si, je crois, il a fait un match à 20 points, je crois. Mais enfin, voilà, il était toujours là pour mettre ses paniers, faire le taf. Il a été vraiment très bon dans ce domaine-là. Et puis l'ensemble du banc, quoi, qui montait en puissance au fil des semaines et des matchs. Au début, ça a été un petit peu compliqué. Et puis une fois que tout le monde a compris son rôle, et a su voilà ce qu'il avait à faire, ça s'est mis à cartonner. CJ Watson, il met tous les systèmes en place, il annonce tout ce qui doit être fait. Kyle Korver, c'est le sniper qui rentre et qui met des 3 points dans tous les sens. Ronnie Brewer, voilà, c'est le joueur qui stoppe les arrières adverses défensivement. C'est une vraie teigne en défense. Euh, à l'intérieur, tu as Gibson, Kurt Thomas, donc quand il est remplaçant, et Omer Hachik qui sont en termes de protection du cercle, ils sont juste monstrueux. Hachik, il défend comme si sa vie en dépendait. Taj Gibson, il est monstrueux. Et donc tous ces joueurs-là, mis ensemble, ils arrivent à être extrêmement complémentaires et efficaces au point que voilà, CJ Watson les surnomme le bench mob et ils sont vraiment extrêmement réguliers en plus. Et Tom Thibodeau n'hésite pas à leur donner beaucoup de minutes ensemble parce que voilà, ça fait reposer les titulaires et ils sont capables de garder une avance quand il y a une avance ou revenir si l'équipe adverse est devant. Donc ils sont vraiment extrêmement actifs et réguliers et productifs. Il y a des matchs où ils tapent plus de 30 ou 40 points, des fois même juste le banc, quoi. Donc c'est extrêmement plaisant à suivre. Et donc il participe grandement au fait que les Bulls sont à un tel bilan au moment de la coupure All-Star, quoi. 38-16, et la suite va être encore plus dingue, parce que Joachim Noah revient tout de suite derrière après la coupure. Il y a une victoire encore une fois face à Miami, un succès de 28 points sur le parquet de Washington, et puis une série de 12 victoires, une défaite, dont un nouveau succès à Miami,
Donc les Bulls vont mettre un sweep en saison régulière face aux Heat. Ils vont les affronter 3 fois, ils vont les gagner 3 fois. Et ce match-là à Miami, c'est une victoire d'un point seulement avec LeBron James qui loupe un lay-up dans les dernières secondes. Dwayne Wade prend le rebond offensif mais loupe lui aussi son shoot au buzzer. Donc un match serré mais où les Bulls tiennent et sont extrêmement énergiques, combatifs et vraiment dans toutes les batailles ils sont là et ils sont hargneux comme pas possible et ça c'est Tom Thibodeau qui leur insuffle cette énergie. Euh, donc voilà, ouais, comme je disais, une série de 12 victoires et une seule défaite. La seule défaite, c'est sur le parquet d'Indiana en prolongation, avec Derrick Rose qui, là encore, inscrit 42 points sur ce match-là, dont 3 lancers francs dans l'ultime seconde pour arracher cette prolongation. Même si, bon, bah, ça suffira pas, ils perdent ce match. Mais derrière, les Bulls voilà, il y a des victoires de 17 points contre Charlotte, 18 points contre Atlanta. Il y a un match contre Utah où il y a une cérémonie à la mi-temps pour fêter les 20 ans du premier titre en 1991. Donc Jordan, Pippen, B.J. Armstrong, Paxson, Stacey King, ils sont tous là, Horace Grant. Jordan dit, vu l'effectif qui est en place et la saison que les Bulls sont en train de faire, faudra pas s'étonner s'il y a un nouveau titre qui arrive bientôt et que dans 20 ans ils fêtent un nouveau titre. Évidemment, c'est aussi une phrase pour s'attirer les acclamations de la foule et tout, mais il y a de plus en plus de monde autour de la NBA qui est en train de se dire ouais, ces Bulls là, c'est du sérieux, ça peut éventuellement, pourquoi pas, emmerder le hit et aller chercher le titre. Donc voilà, les Bulls continuent de monter en puissance. Sur ce match-là contre Utah, ils inscrivent 18 paniers à 3 points, ce qui est leur record de franchise à ce moment-là, et ils s'imposent de 18 points. Un petit peu plus tard, il y a une victoire de 40 points face aux Kings et une victoire de 33 points le lendemain sur le parquet d'Atlanta. Donc voilà, 9 victoires consécutives pour terminer la saison régulière avec un bilan monstrueux de 62 victoires et 20 défaites. C'est tout simplement le meilleur bilan en saison régulière hors Michael Jordan. Voilà, tout simplement. Donc c'est la meilleure saison des Chicago Bulls où Jordan n'est pas impliqué. Donc c'est quand même dire la hauteur de l'exploit qu'ont réalisé ces Bulls avec Derrick Rose qui a été titulaire au All-Star Game et qui remporte ce titre de MVP. Donc en début de saison, il disait pourquoi je serais pas MVP. Et là au final, il remporte le trophée en étant le seul joueur de la saison régulière dans le top 10 aux points et aux passes décisives. Il a fini à 25 points et un peu plus de 7 passes décisives. Il était ultra clutch. Il y a énormément de fins de match où c'est lui qui rentre les paniers à la fin, genre les Bulls sont à -3 et il inscrit 4 points consécutifs. Enfin, il y a énormément de matchs comme ça où c'est lui qui fait la différence. Il a été absolument intenable tout au long de la saison régulière par son combo vitesse-puissance qui est il y a personne comme lui, quoi. À part Westbrook, il y a personne comme lui dans la ligue. Il va juste trop vite, personne n'est capable de l'arrêter. Et puis, il est mine de rien, il est quand même tanké au niveau du haut du corps et des épaules. Il encaisse les contacts, il met des paniers en déséquilibre dans tous les sens, des end-one, mais tu te demandes comment il fait après des spin moves, des flotteurs. Mais il a juste été inarrêtable, Derrick Rose. Inarrêtable. Son titre de MVP est absolument incontestable. Et c'est devenu le plus jeune MVP de l'histoire de l'NBA à 22 ans et 212 jours. Donc c'est quand même pas rien. Une performance monstrueuse. Et en plus de ça, quelque chose qui est souvent oublié, mais il est le meilleur de la ligue au contre pour les meneurs de jeu. C'est le meilleur contrat de la ligue chez les meneurs de jeu. Et tu vois, on parle souvent de la défense de Derrick Rose qui est pas à top, etc. Alors c'est sûr, il n'était pas élite, il a jamais été en All Defensive Team, quoi que ce soit. Mais il n'était pas non plus une buse complète, il se faisait pas non plus tout le temps déborder, etc. C'était un joueur qui était en 1 contre 1, capable de faire de bonnes choses et il va également le montrer pendant ses playoffs. Donc voilà, Derrick Rose termine MVP, le deuxième MVP de l'histoire des Bulls derrière Jordan qui en a récupéré 5. Enfin bref, voilà, à ce moment-là, il est sur le toit du monde et il veut mener les Bulls au titre. Et les Bulls ont vraiment cette ambition d'aller au titre parce que voilà, avec Tom Thibodeau qui est élu coach de l'année, un bilan de 62 victoires, 20 défaites, 36 victoires, 5 défaites seulement à domicile. Tibbs qui a vraiment réussi à rendre cette équipe une machine de guerre défensive. Il y avait énormément d'équipes qui finissent sous les 80, les 75, les 70 points en saison régulière. Et les Bulls sont l'équipe qui autorise la plus faible adresse à leurs adversaires.
les adversaires, chaque fois qu'ils jouent contre les Bulls, ils ont leur plus faible adresse en saison régulière, quoi que ce soit à 2 ou à 3 points. Donc les Bulls deviennent une vraie machine de guerre à ce niveau-là. Même si offensivement, c'est pas encore toujours extrêmement fluide et ça dépend encore beaucoup des exploits individuels de Derrick Rose, de Liu Holden, qui a fait une super saison aussi, qui est devenu un homme de base de Tom Thibodeau, qui est le joueur qui joue le plus de minutes en NBA, de Joakim Noah, de Carlos Boozer. Voilà, défensivement, par contre, c'est réglé. Et même des joueurs qui sont pas annoncés comme des spécialistes défensifs à la base, comme Kyle Korver ou CJ Watson, dans la défense collective mise en place par Tibbs, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et à se montrer efficaces sur certaines séquences. Donc les Bulls sont vraiment ambitieux au moment d'aborder les playoffs 2011 qui débutent face aux Pacers d'Indiana. Et on va développer ça dans la deuxième vidéo. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour aborder la partie 2, le parcours en playoff des Bulls dans cette saison 2010-2011. A tout de suite.